Bienvenue sur Fragile, le podcast qui raconte l'île de Porquerolles aujourd'hui, à travers le regard et le portrait d'hommes et de femmes qui l'habitent, l'aiment et la font vivre. Comment sont-ils arrivés ici ? Comment voient-ils l'île évoluer ? Quel est leur endroit préféré, les souvenirs qui les ont marqués ? Écouter les habitants raconter Porquerolles, c'est entrer dans l'intimité de l'île, lieu d'histoire, d'inspiration artistique, de diversité biologique, de contrastes et de paradoxes, un endroit précieux et fragile. Je suis Ingrid Blanchard et je reçois aujourd'hui Jeanne Biras. Bonjour Jeanne. Bonjour Ingrid. Vous avez fait carrière dans le cinéma. Après vos études à l'IDEC, l'Institut des hautes études cinématographiques à Paris, vous avez collaboré en tant que directrice de casting à plus de 40 longs métrages avec des réalisateurs tels que Louis Malle, Alain Chabat, Arnaud Desplechin, Zabou Breitman, Olivier Dahan ou Virginie Despentes, pour n'en citer que quelques-uns. Une filmographie impressionnante et éclectique. Depuis, vous avez écrit et réalisé plusieurs longs métrages et séries pour la télévision. Porquerolles fait partie de votre vie depuis toujours, vos parents s'y sont rencontrés et vos grands-parents avant eux y venaient en vacances dans les années 50. Pour commencer, Jeanne, est-ce que vous pourriez nous raconter l'histoire de votre famille avec Porquerolles ? Quand et comment vos grands-parents ont découvert l'île et comment s'est opérée ensuite la transmission de cet attachement à Porquerolles de génération en génération ? Alors, je vais commencer par une image qui a lieu, juste une scène qui a lieu ce matin. Je suis avec mon fils, le plus jeune, il a 22 ans et il est sur le point de quitter l'île. Il met son sac sur son dos, il regarde par la fenêtre et il me dit, en regardant la baie là, qu'on peut admirer depuis mes fenêtres, et toute la côte en face, il me dit, tu sais, j'espère, ce que je souhaite le plus, que je veux de tout cœur, c'est que ça ne change jamais tel que c'est maintenant, et que ça puisse rester tel que c'est maintenant. Donc on était là tous les deux devant la fenêtre, et voilà, c'est la boucle, la fin de la boucle. Je vais repartir en arrière. Mes grands-parents ont commencé à venir dans cette île visiblement en 53-54. Mon grand-père était, tout comme Joseph Fournier, un responsable d'une mine d'or en Indochine, dans les collines au-dessus de Hue. Il a emmené toute sa famille vivre dans la brousse, ce qui est devenu le Vietnam, en Indochine, où il exploitait cette mine d'or. Donc, je crois même que j'ai appris récemment qu'il y avait eu, soit ils se sont croisés, soit une des compagnies qui les engageait était la même, etc. Donc, il y a déjà une accroche comme ça avant la première partie du siècle. Donc ils sont arrivés ici, ils avaient beaucoup bourlingué, ils avaient l'habitude de la nature, ils avaient vécu dans les hauteurs de Hue. Ils aimaient la mer, mon grand-père adorait naviguer, ma grand-mère adorait bronzer nue, et donc ça leur allait très très bien d'être ici. Avec des attaches dans le sud, quand même, ou non, pas un hasard ? Je ne sais pas comment ils ont découvert. En fait, c'est quelqu'un qui a dû les amener ici. L'histoire de Porquerolles, c'est toujours quelqu'un qui amène quelqu'un qui devient fou de l'île, fou d'amour de l'île, et puis après, chacun mène son chemin. Donc, je pense qu'ils ont dû être peut-être amenés par des amis communs. C'était une communauté d'une certaine bourgeoisie de la région parisienne. Il y avait des médecins, des grands professeurs, des pontes, etc. C'était tous des gens amoureux de la nature et de la mer, qui avaient la liberté d'esprit de venir jusqu'ici, quoi. C'est-à-dire de braver. C'était déjà un peu audacieux. Ça voilà, il y avait une audace de leur part à étant tout bourgeois qu'ils étaient, de braver les éléments, de louer. Mes grands-parents louaient la maison de Loustao au milieu de l'île. Pendant des années, il y avait ni eau ni électricité. Ils ont dû aussi prendre des chambres d'hôtes à l'Arche de Noé, puisque moi, toute petite fille, j'ai des souvenirs d'énormes poissons qui grillaient dans la cheminée du restaurant de l'Arche de Noé, avec des odeurs d'herbe, de tenus fenouil. À l'époque par monsieur et madame Bourg. Oui, tenus par Bourguette et monsieur et madame, avec le grand-oncle Titin, qui était toujours et inexorablement en train de boire
un verre le soir en dévorant des yeux Madame Bourg, je crois qu'il y avait un ticket, il me semble. Et donc voilà, c'était cette ambiance-là. Alors donc mes grands-parents ont commencé à venir avec leurs 5 enfants qu'ils avaient rapatriés d'Indochine, puisque l'aventure s'est arrêtée avec les Japonais, quand les Japonais ont débarqué là-bas et fait prisonniers une partie des Européens. Donc ils ont été rapatriés en France, dans la banlieue ouest, et leurs vacances, c'était Porquerolles, avec cette tribu d'enfants dont ma mère était l'aînée, Marine. D'accord. Donc ça commence en 54, et en 58... ma mère est au bal du 14 juillet, une institution porquerolloise quand même, et elle a beaucoup dansé avec son frère Jean-François, et elle a décidé qu'elle se lavait les pieds pour rentrer chez elle, parce qu'elle dansait pieds nus, et un fougueux moustachu l'invite à danser, c'est mon père, et de cette danse voilà est né un coup de foudre et un amour qui ne s'est pas démenti pendant plus de 50 ans, quoi. Donc, une belle histoire, le début d'une belle histoire. Donc voilà l'histoire. Maintenant, je vais expliquer un peu pourquoi mon père était là. Ça, c'est une histoire assez incroyable. Mon père est originaire du Périgord. C'était un orphelin, jeté sur les routes de la guerre, et né en 29. Bousculé par cette période douloureuse pour beaucoup de gens, mais pour lui, flirtant avec la résistance, rencontrant très jeune, 14 ans, rencontrant des gens qui lui font découvrir l'art, Louis-Ferdinand Céline, les livres. C'est un autodidacte, il n'avait pas étudié, et sur un coup de tête, il se pique d'aller à Paris, de monter à Paris, de faire des études d'art. Il était fils de maçon, petit-fils de charpentier. Il vole les économies de sa grand-mère. Il m'a souvent raconté qu'il avait eu du mal. Il vole les économies de sa grand-mère et il monte à Paris pour aller aux Beaux-Arts. Et il vit de petits boulots. Il lit une annonce où on cherche un commis, enfin un assistant pour faire des collages d'un artiste. Il monte, c'est un vieux monsieur avec un bonnet, c'est Matisse. Il se met à coller les feuilles les grands papiers coupés de Matisse de cette époque, etc. Et puis, il milite au Parti communiste. Il est à la cellule du 6e arrondissement, qui est une cellule extrêmement chic du Parti communiste, où il y a l'intelligentsia parisienne et Floria et le père Jean Prodromides, donc Floria Fournier, du Parti communiste. Okay. Donc une des filles Fournier, la mère de Maxime et de François. Donc il rencontre ces deux-là en réunion du PC, ça c'est quand même assez drôle. Et ils sympathisent, et les Floria et Jean lui disent qu'ils ont un domaine sur l'île de Porquerolles, que vu ses connaissances, ses origines et ses connaissances agricoles, il pourrait en être le régisseur, il pourrait venir travailler une année et en même temps s'occuper de son art, enfin, etc. Donc, ni une des deux. Il part avec Floria et... Voilà, le voilà embarqué pour faire régisseur du domaine de Porquerolles. Qu'il connaissait pas du tout par ailleurs. Qu'il connaissait pas du tout. Un cheval, une moto, un chien. Et la belle vie. On est en quelle année, là, Jeanne ? 57, 58. Ouais. Parce que ça va très vite entre deux, ils se rencontrent, ils s'aiment, ils se marient. Je suis conçue à Porquerolles. Ouais. Donc, très voilà, vite. Je suis vraiment une plante de l'île. Une plante d'ici. Et ils vivent, donc ils vivent une année entière, tous les deux, dans une existence. Parce que votre mère était parisienne à l'époque, donc elle lâche tout pour Porquerolles. Elle lâche tout pour cet homme. Oui. Avant Porquerolles. Elle lâche tout pour cet homme. J'ai juste cette photo là, je la montre parce qu'elle est assez extraordinaire sur la page de droite. Donc, c'est magnifique. C'est mon père et ma mère sur un cheval blanc, sans selle.
Là, c'est une image de conte de fées. Ouais, c'est une image de conte de fées. Elle est prise à Porquerolles, cette photo. Elle est prise à Porquerolles, au domaine de Notre-Dame. Ah, magnifique. Et ils sont tous jeunes. Votre mère, on dirait qu'elle a... Elle était très jeune. Elle avait 19, 20 ans. Elle m'a eu à 20 ans. Ouais. Donc l'histoire, magnifique. Voilà. L'histoire continue. Il est artiste peintre. Ils vivent la folle vie des années 60 à Paris, de la montée des événements de 68. Mon père est un artiste engagé qui essaye de fédérer des luttes, qui pense que l'art doit aussi traduire des opinions. Donc c'est il milite pour un art assez politisé. Moi j'arrive très tôt, c'était pas tout à fait leur projet, et ma grand-mère, qui à l'époque, dont le dernier enfant avait 11 ans, me prend littéralement sous son aile, et étant ici plusieurs fois par an, enfin déjà une bonne partie de l'été, on sait bien qu'à cette époque les vacances étaient très longues, restaient un mois voire plus, donc elle me prend comme un de ses enfants, je dirais, et je mène la vie porquerolloise qu'elle adore par-dessus tout, quoi. Donc des souvenirs d'enfance avec vos grands-parents, mes grands-parents ici. Plus que mes parents, parce que eux étaient trop occupés à refaire le monde. Oui, mais ils étaient très jeunes en même temps. Ils étaient très jeunes. Ouais. Donc je suis vraiment dans le sillage de ma grand-mère, qui m'adore, que j'adore. C'est une très forte personnalité. Elle a Vous avez des souvenirs, Jeanne, peut-être de vos premiers souvenirs à Porquerolles, où il y a des images qui vous reviennent ou pas? Oui, des images. Je suis une petite fille blonde rousse. Je crains énormément le soleil. Je brûle littéralement été après été. Il n'y avait pas d'écran, ou on ne mettait pas d'écran aux enfants, et ma grand-mère me met des papiers sur le nez, parce que si mon nez est brûlé, je crois qu'en second degré, donc ça pèle. Elle me met des papiers, un bob et des papiers, pour que j'arrête. Précurseur de l'écran sautable. Voilà. Précurseur, pour pas que je crame. Et, alors que vous m'aviez dit, je crois que votre grand-mère bronzait nue. Ah oui, non, mais elle a une peau de crocodile, elle est mate, j'ai des photos d'elle, elle est plus grande que moi, très sportive, très très énergique, et complètement avec une peau qui en avait vu d'autres, je crois, dans les tropiques. Donc je la suis, je suis dans le sillage de vraiment de cette femme que j'adore, qui sent le chalimard, qui met des colliers en turquoise sur des grandes djellabas le soir pour boire ses cocktails avec ses amis dans le jardin, qui a une certaine splendeur, qui a une sorte de classe. Il y a un art de vivre qu'ils avaient peut-être cultivé dans leur vie en Asie. Est-ce que c'est une époque où les Porquerolais, ils étaient résidents secondaires à l'époque. Est-ce qu'ils se mélangeaient avec les Porquerolais? Est-ce que vous avez des souvenirs, vous par exemple, d'amitié avec des Porquerolais ou pas tellement? Je sais que une de mes tantes il y avait eu une histoire d'amour avec le pêcheur Robert. Je sais qu'il y a des connexions avec des personnes en particulier. Mon père, lui, était très mêlé à la population parce qu'il était régisseur, et que il y avait des gens qui venaient travailler au domaine, et que comme c'était un gars issu d'un milieu assez rural et modeste, il avait pour lui c'était normal d'être en contact avec toute la population de l'île, et c'est pour ça d'ailleurs que les habitants s'en sont souvenus assez longtemps quoi, de lui et de sa présence, qui n'était quand même guère qu'une année, quoi. Oui, il est resté 1 an, et ensuite vous dites vos parents sont repartis à Paris, et ils sont revenus très ponctuellement. D'accord. Après, ils sont revenus sur la dernière partie de leur vie. D'accord. Et ils ont vécu ici 6 mois de l'année, pendant les mois d'hiver. Ils détestaient être là l'été. C'était octobre-mars. Il faut vraiment le faire. C'est-à-dire que même pas ils s'autorisaient
avril-mai, quoi. Ouais, qui sont des saisons qui sont magnifiques. Magnifiques, donc, vraiment. C'était vraiment les puristes. C'était octobre-mars, ici, dans l'endroit où on est tous les deux. Et puis quand il est décédé, elle, toute seule, Marine. Donc ils ont retrouvé l'île. Comme quoi. Elle ne nous lâche pas. Comme ça. Donc voilà, moi je suis une petite fille avec ma grand-mère. Mon grand-père aimait beaucoup naviguer. C'était un capitaine difficile, facétieux, qui m'a littéralement dégoûté de la navigation en 2 temps 3 mouvements. Ce qui m'embarquait sur son bateau, il faisait des manœuvres sans exactement dire ce qu'il allait faire, ce qui fait que je me prenais la baume dans la tête. Je devais courir de part et d'autre de son petit voilier très sportif, petit voilier plat, là, genre requin en bois. Donc, mon apprentissage de la navigation a été assez douloureux. Je suis du coup pas devenue une grande fan de navigation. Fan de ça, même si j'aime être sur l'eau, vraiment, mais disons qu'il m'a un peu maltraitée. Sans embarcation. Donc j'ai ça, les souvenirs. Et puis les années avancent, et puis après c'est l'adolescence, donc la liberté qu'on a ici, les flirts, les copains, les bandes, on circule comme on veut. Et là, plus se mélanger avec l'époque anglaise. Oui. Là, oui, on fait des grandes fêtes dans les bassins, là derrière, où on apporte des transistors, on met de la musique, ça danse. On est quoi dans les années 70, 80 ? Ouais, c'est ça, 80, ouais. Un mélange, en fait, des gens d'ici et des copains et copines qui venaient comme moi en vacances. Tout ça avec une petite avancée rapide. J'ai eu un moment où j'ai vraiment rompu avec Porquerolles. Je pense que c'est aux alentours de 19 ans. Je me suis dit, non, alors là vraiment, cette île est trop petite pour moi. Faut que je voie le monde. Donc j'ai complètement arrêté de venir ici et je suis partie en stop de part et d'autre de l'Europe pour aller visiter d'autres pays. Pour moi, c'était étriqué, c'était étroit un peu. Il y avait quelque chose de mon enfance, un attachement, mais c'était trop petit. Et puis c'était un endroit où vos grands-parents, de fait, avaient acheté à l'époque, ou c'est plus tard? Non, moi c'est plus tard. Mes grands-parents ont acheté ici au Miramar où on est, qui est un lieu très chargé d'histoire quand même, hein, un hôtel construit, je ne sais pas trop quand, j'imagine au début du siècle, qui a fonctionné jusqu'aux années 60, et puis qui n'a plus fonctionné. Il y a eu une sorte soit de faillite, l'activité s'est arrêtée et le Miramar a été vendu en lot en 68 ou 69, je crois. Mes grands-parents ont acheté à cette époque, dès le début. D'accord. 2 pièces, puis 3 après, et qui sont les chambres réunies dans lesquelles on est là. C'était le lieu de vos vacances? C'était le lieu de mes vacances. Parce qu'avant, comme ils louaient, oui, c'était le lieu de mes vacances. Et donc cette coupure, à l'âge de 19 ans, vous construisez votre vie aussi, c'est l'âge où peut-être vous choisissez... Je commence les études de cinéma, je passe le concours de l'IDEC, je rentre à l'IDEC, je tourne des courts-métrages, je suis avec ma bande de potes étudiants, on tourne sur les films les uns des autres. Le choix de faire du cinéma, ça vous est venu comment? C'est un hasard ou... Famille d'artistes, des grands chocs, des films qui ont été des grands chocs. Je citerai dans l'ordre Laurence d'Arabie au Kino Panorama dans le 15e arrondissement où j'habitais. Je devais avoir 15 ans, j'ai vu Laurence d'Arabie avec les bédouins qui dévalent la dune avec les chameaux et tout. Je me suis dit, ça c'est juste... Après, j'ai pas vraiment fait de film d'aventure, mais mais ça a été une claque. Puis
et puis les films de Fellini, et puis le cinéma américain que j'ai découvert dans les années 80, le cinéma indépendant américain, Scorsese, Coppola, tout ça. Voilà. Ça vous a peut-être ouvert l'esprit, et du coup Porquerolles faisait pas le figure à côté de ces grandes épopées. J'avais l'impression que oui, que c'était un petit monde protégé. Je pense pas être la seule à avoir connu cette pause pour aller découvrir les grands horizons, la grande ville, je pense pas. Et j'y suis revenue avec un bébé. En quelle année? 5 ans après, je suis revenue, j'avais Léonard est né en 85. Donc vous faites une vraie coupure de 5 ans, c'est-à-dire vous ne venez plus du tout. Plus du tout. Ah oui. Donc c'était... Oui, je voulais plus passer du temps avec mes grands-parents, quoi. Oui, ça, ce qui peut tout à fait se concevoir à cet âge-là, ouais. Donc, et puis, et dès que Léonard il est né en mai, le 20 juillet, j'étais ici avec lui. Alors c'était quoi cet appel de Porquerolles à la naissance de votre enfant? C'était présenter mon nouveau-né à Lille, c'était présenter Lille à mon nouveau-né. C'était tout d'un coup évident qu'il allait y passer les plus belles vacances de sa vie dans les années à venir. Ça vous propulsait peut-être dans des années douces pour vous, des années peut-être d'enfance où vous êtes... peut-être que j'anticipe ou que j'extrapole, mais incroyablement urgent de le faire, quoi. C'est fou maintenant quand j'y repense, qu'il était tout petit. C'était un séjour où j'étais toute seule avec lui, donc peut-être il y avait sa demi-sœur. Et je voulais qu'il soit présenté. Qu'il soit présenté à Lille, à la famille. Et... Ouais, tout à fait. Vos parents continuaient de venir également ou à cette pas? période, non. Non, ils ont attendu. En fait, mes grands-parents sont décédés un peu plus tard, pas longtemps plus tard. Et cet appartement a fait partie de leur succession. Et ma mère s'est beaucoup battue pour pouvoir récupérer cet endroit. Pour elle, c'était prioritaire. Elle me voyant mère et voyant qu'elle avait des petits-enfants, ça lui a semblé lumineux et évident qu'il fallait que... Un cadeau à transmettre. Ouais, un cadeau à transmettre. Et... je leur remercie encore parce que ils y ont passé. Après, c'est vraiment voilà. Après, la seconde époque de ma vie à Porquerolles, c'est l'histoire de l'enfance de mes enfants. On est dans les années 90. C'est la grande liberté. Il y a une grande communauté d'amis à cette époque, avec beaucoup d'enfants du même âge. Les enfants Lebert, les enfants de Véro, de Babylou, de Catherine, de You, de Sébastien Lebert. Tous ces enfants-là, qui sont au nombre de, presque une quinzaine, ont tous le même âge et c'est une grande smala. Ouais. C'est une grande smala qui se mêle aussi avec, bien entendu, des enfants du village et qui et c'est assez extraordinaire. Enfin, quand je repense à cette enfance qu'ils ont eue, peut-être plus que moi, curieusement. Parce que vous y veniez, vous étiez quand même encore parisienne, avec une carrière, je pense, assez dense, vu la filmographie, enfin l'ensemble des films auxquels vous avez... beaucoup. C'est ce que j'imagine. Donc Porquerolles, à cette époque, c'était un sas, un lieu de ressourcement. Vous le viviez comment? Vous veniez pendant les vacances avec vos enfants? Je venais l'été, bien sûr, dès que je pouvais, au moins 15 jours. Je venais à Pâques et je venais très traditionnellement à tous les Nouvel An. J'ai toujours aimé ça, c'est une belle période. Parce qu'on est le 31 décembre aujourd'hui. Je venais au Nouvel An, je venais aux vacances d'hiver et on se retrouvait, et les enfants étaient tous ensemble. À l'époque... Babylou avait investi dans une barge de débarquement, une barge, avec le pont comme ça qui se lève, et on voguait avec 25 personnes à bord
de cette barge, des enfants, de la musique, et on circulait, et on allait littéralement à l'assaut de la courtade ou d'une plage où on baissait. Et toute cette marmaille déguisée en pirate et tout, déferlée sur la plage. Enfin, c'était vraiment des années de liesse, je trouve, quoi, de liberté, de bonne humeur aussi, de côté de joie d'être ensemble à beaucoup, en bande. Que je n'ai pas retrouvé vraiment après. C'était important pour vous de transmettre ça. Alors peut-être au moment où vous l'avez vécu, souvent le bonheur on le saisit pas bien quand il est là. Maintenant peut-être qu'avec le recul vous voyez que c'est des années un peu magiques. Oui, je vois, oui. Magique parce que dans un endroit d'une exceptionnelle beauté et générosité, et surtout parce que l'esprit à l'époque est très collectif, plus que maintenant. Voilà, s'il y a quelque chose qui a vraiment basculé, c'est oui, les gens vivent toujours bien, mais sont plus sur leur famille à eux, sur leur ça c'est quelque chose sur leur maison, sur leur propriété à eux, sur leur que vous avez vu, enfin que vous ressentez, ouais. Mais ça pourrait être restauré s'il y avait une volonté de le faire, c'est possible. Aujourd'hui, vous résidez encore à Paris ou vous exercez encore des fonctions dans le cinéma ou pas du tout? Aujourd'hui, vous en êtes de votre relation avec Porquerolles, de votre lien et votre ancrage ici? Alors aujourd'hui, je suis dans une étape très importante en fait de ma relation avec cette île, qui est que depuis le mois de octobre dernier, j'ai totalement basculé en résidence principale. Ici, j'ai laissé l'appartement que j'avais à Paris et que je louais. Je l'ai vidé, je l'ai quitté. J'ai gardé une petite chambre, enfin une chambre. J'ai gardé une chambre chez une amie qui a de la place et une amie d'enfance, c'est marrant. Et je suis ici, je suis installée ici. C'est mon premier hiver complet. C'est mon pari, c'est de voir comment ça se passe sur un an. Je me mets pas de pression. J'ai envie de vivre ici. Et comme par hasard, je suis grand-mère depuis quasiment cette période. Enfin, depuis le début de l'année. Donc derrière, il y a l'idée, bien entendu, de refaire la boucle et de refaire découvrir ici à un petit, voire deux, parce que visiblement il y en a un deuxième qui arrive. Des images de votre grand-mère qui vous reviennent peut-être, c'est fou. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Et à l'heure où la tentation de quitter les villes est forte, comment vous qui avez vécu à Paris dans une atmosphère, dans l'univers cinématographique et pour les non-initiés, un univers qui paraît un peu trépidant, un univers peut-être de la représentation, un univers qui va vite. Comment vous appréhendez-vous ce phénomène le fait de quitter les villes pour peut-être un certain retour à la nature, et où est-ce que vous vous situez dans cette relation-là à Porquerolles, dans votre je dirais, dans ce rapport entre la vie urbaine trépidante et un retour à la nature, aux choses simples, une certaine forme, alors si on devait reprendre les termes de Pierre Rabhi, de sobriété heureuse. Est-ce que c'est des choses qui vous parlent ou pas? Parce que là, vous parlez de boucle bouclée par rapport à votre famille, mais est-ce qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre de ce qui peut se vivre aujourd'hui, d'un certain retour à des choses simples, vous qui avez vécu certainement une vie dense et trépidante? J'ai toujours eu un rapport viscéral et privilégié avec la nature. À l'époque où je travaillais le plus et que j'enchaînais des préparations de films, je venais ici comme un poisson qu'on a maintenu hors de l'eau et qui a manqué. Je venais ici pour plonger. Je venais ici, j'arrivais, je jetais mes affaires dans la maison et je partais dans l'eau, quelle que soit l'heure, la météo, je trace droit, je vais dans l'eau. J'ai aimé Paris
je suis une vraie Parisienne. J'ai tourné, travaillé, rencontré beaucoup de gens à Paris. Je m'y suis amusée énormément, mais très progressivement, ces dernières années, vraiment le besoin, je dirais, organique de renouer. C'est pas renouer, c'est faire que le contact avec la nature soit quotidien, fasse partie de mon quotidien. Ça, c'est un vrai besoin. C'est même pas une découverte. C'était là, et je me suis absentée, et là, je l'ai retrouvé. Maintenant, j'ai un rêve, et j'ai un rêve à réaliser. Je voudrais tourner un film à Porquerolles. Je voudrais tourner un film vraiment issu de ma connaissance et de mon approche de cette île. Et je ne l'ai pas encore. Il reste à écrire, à concevoir. J'ai des idées. Je veux que ça soit quelque chose de très libre. Tourner peut-être sur plusieurs saisons. Tourner surtout sur plusieurs saisons. Peut-être avec comme ça une troupe d'acteurs qui viendraient, qui repartiraient, qui joueraient des partitions échelonnées comme ça. Peut-être avec des gens du village aussi qui participeraient, peut-être mélanger. Il y a des inspirations comme ça, si on devait imaginer des choses. Il y a des choses qui vous viennent en tête, peut-être d'autres réalisateurs, dont vous vous dites ça, c'est des univers qui m'inspirent. Ce qu'il y a de vertigineux à Porquerolles, c'est qu'on peut tout tourner. On peut tourner un film d'époque, on peut tourner de la science-fiction, on peut tourner un polar. Bien entendu, un polar, c'est juste extraordinaire parce que c'est un huis clos, donc il peut se passer des choses et voilà, et qui sont complètement dans le suspense du polar. On peut tourner une histoire qui se passe totalement à d'autres époques que maintenant, puisque la nature est intacte à certains endroits, donc c'est très ouvert aujourd'hui. Donc c'est très ouvert, peut-être presque trop en ce moment. J'explore les pistes, voilà. Mais vous avez bien des univers quand même qui vous inspirent plus que d'autres. Est-ce que vous voyez quelque chose de contemporain? Oui, je pense, oui. Ouais. J'ai déjà exploré vraiment plusieurs pistes d'histoires d'amour sur l'île, d'histoires. J'ai déjà exploré plusieurs pistes, mais pour le moment, mon choix n'est pas encore arrêté, et ma présence ici est destinée à y travailler assidûment. Je pense que le début de cette année là qui vient va être très. C'est réjouissant. On va vous suivre, Jeanne. Franchement, c'est. Alors justement par rapport au cinéma, est-ce qu'à votre connaissance, alors tout le monde connaît bien sûr Pierrot le Fou de Godard qui a été tourné ici. Je sais plus si c'est 63 ou 65. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a d'autres films qui ont été tournés à Porquerolles? Oui, il y en a, mais c'est pas des chefs-d'œuvre. Il y a eu, je les ai pas en tête. Il y a eu de la télévision qui a été tournée. Il y a eu. Ce qu'il y a, c'est que c'est pas facile de tourner ici parce que le parc, la logistique, la logistique de logement, etc. Une équipe, ça ne peut être que dans une saison où il y a des espaces de libre. C'est pour ça que un film très léger, j'allais dire très indépendant, avec un petit effectif, serait probablement l'idéal. Donc oui, je sais qu'il y a eu. Je me demande s'il n'y a pas eu l'adaptation d'un Simenon aussi. Ça, c'est bien plus que probable. Peut-être, ouais. Et au-delà de l'univers, parce qu'on va pas déflorer votre imagination qui doit sûrement en ce moment bouillonner, mais vous parliez de polar, vous parliez de films d'époque. Imaginons un film à gros budget à Porquerolles. Qu'est-ce qui pourrait vous faire rêver en tant que spectatrice peut-être? Quel genre de film à Porquerolles? Un grand film romantique. Peut-être que l'influence de la rencontre de mes parents et de l'amour fou qui s'est tissé ici entre deux personnes qui n'étaient pas du tout destinées à se rencontrer, ou tout au moins dans l'esprit de la famille de ma mère, c'était pas du tout ce qu'ils avaient imaginé pour leur fille. Donc ça pourrait. Avec une amie, on avait imaginé un film aussi. Qui était ça c'était une histoire, une idée intéressante, qui était un amour
adultère entre deux personnes engagées en vie de famille qui se situaient été après été sur 10 étés. Avec tout ce qui était la saison, les enfants qui grandissent, le truc, l'histoire qui est, mais qu'on ne verrait que ici l'été, quoi, sur 10 étés. Bon, il y a plein de partitions comme ça, de possibles. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut que le paysage soit investi par l'histoire. Oui. Que l'histoire investisse le paysage. Ça, que Porquerolles fasse partie des personnages. Oui, mais bien sûr. Sinon, c'est vrai. Voilà. Sinon, ça peut être tourné partout ailleurs. Ouais. Y a une autre histoire qui m'inspire pas mal, mais je la trouve trop triste. Je l'avais développé un peu, bien que je ne connaisse que très peu les tenants et les aboutissants de ce fait divers. Il y a eu un enfant qui a disparu ici. Oui, il y a un petit Anglais qui a il y a quelques années. Vous étiez présente ou pas? Non. Ouais, c'était glaçant. C'était glaçant. Ouais. Et à un moment donné, j'ai eu envie de développer autour de qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de tous ceux qui le cherchent, les quelques jours où il est cherché, de suivre comme ça, comme une battue à travers l'île, que des gens qui s'entrecroisent et qui eux aussi ont un vécu. Comment ils le vivent, peut-être individuellement et collectivement. Voilà. Parce que nous on était à l'époque en vacances ici, c'était pas dans les premières années, mais je crois que c'était il y a 5-6 ans, il me semble que ce drame s'est produit. Et ce qui était dingue, c'est que tout le monde, c'était fin octobre, donc vacances de la Toussaint, donc résidents secondaires, touristes et Porquerolais étaient présents ici. Et ce qui était dingue, c'était que tout le monde était ensemble pour chercher cet enfant. Puis c'était la tempête. C'était assez. Donc voilà, à un moment j'ai eu envie de raconter autour de cette histoire, mais la mort d'un enfant ça m'assomme. Trop quoi pour vraiment passer, parce que quand on développe un film, il faut l'écrire, le concevoir, le tourner, le monter. On passe des mois, voire 1 à 2 ans au contact de l'histoire, et si l'histoire est très dure, ça En tout cas, c'est un terreau fertile pour un imaginaire cinématographique, pour sa section. Après, je crois est-ce que vous savez les difficultés qui peuvent être liées au tournage d'un film ici, je sais pas, par rapport au parc national, ou est-ce que c'est complexe? Je ne connais pas l'idée la spécificité des autorisations. Je vois pas pourquoi ça serait limité, puisque on peut photographier, c'est plus la logistique qui est compliquée ici, loger les gens. Si c'est une grosse équipe, la question se pose pas. Si c'est une petite équipe et un film léger, donc on verra. On peut aussi tourner sur l'eau, en partie sur l'eau, sous l'eau. Oui, c'est un Et donc ça reste un beau, un projet. Ça reste un projet. J'aimerais qu'on parle un petit peu de votre lien à Porquerolles. Une journée sur l'île pour vous, Jeanne. Alors, la question était peut-être un petit peu difficile, vous qui arrivez, mais en ce moment, actuellement, ça ressemble à quoi? Comment vous organisez vos journées sur l'île? Je me réveille assez tôt. J'ai des pratiques personnelles assez tôt le matin qui vont de la méditation, à d'autres choses du même ordre. Je sors sur le devant du jardin que je vous ai montré et je respire un peu. Vous imprégnez? Ouais, je m'imprègne de l'air du matin, de la mer, je passe un moment comme ça privilégié pour rencontrer la nature le matin sur le devant de ce jardin du côté du petit mur sur l'eau. J'étudie pas mal, je lis le matin et j'étudie parce que outre les activités cinématographiques, je me forme depuis 3 ans pour être professeur de yoga. Donc j'ai une discipline de pratique et
et de lecture, bref, autour de ça. À ce sujet, est-ce que la question va paraître peut-être un peu naïve et puis on a envie de répondre tout de suite oui, mais est-ce que Porquerolles est un lieu propice à l'exercice de la méditation, du yoga, ce genre de discipline? Porquerolles, c'est un lieu très chargé au niveau, je veux dire, je suis pas sorcière ni chamane, mais j'aimerais bien. Mais c'est un lieu très très puissant, très très chargé au niveau énergétique, organique, etc. Donc, quand on pratique dans la nature, on peut vraiment aller plus loin. Oui. On peut vraiment aller plus loin et aller plus vite aussi peut-être parce que personnellement voilà, j'ai pas forcément de pratique méditative, mais je ressens très fort ce que vous dites, cette énergie qui vous saisit immédiatement, ce pouvoir organique qu'on peut ressentir dès qu'on prend la navette et qu'on arrive ici, quand vous dites je jette mes affaires et je vais tout de suite vraiment m'imprégner de nature. Enfin, je crois que voilà, sans être forcément familier de ces pratiques, c'est quelque chose de très puissant qu'on peut ressentir rapidement. Alors j'imagine que quand en plus on l'expérimente de façon plus professionnelle, il doit y avoir quelque chose qui spirituellement élève très vite, je sais pas. Ça se déclenche très vite. D'abord, il y a une qualité du silence exceptionnelle, c'est-à-dire ici, c'est un vrai silence, c'est un silence chargé, c'est un silence où chaque insecte, animal, entité se fait entendre. Donc on est dans une pratique méditative, en fait on est très 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 connecté avec les bruits. Et moi, de l'autre côté du chemin, je les entends surtout au lever du soleil. Donc il y a ça. Quand on est à l'intérieur de l'île, il y a littéralement je sais pas comment je peux vous expliquer ça. Il y a vraiment il y a des endroits qui vibrent. Il y a des passages. Il y a presque des portes en plus d'une partie à l'autre de la nature avec des gardiens entre guillemets qui sont souvent des grands arbres de l'île et c'est assez étonnant. On peut à un détour de chemin tout d'un coup être dans une sensation de froid, presque oppressante, presque un peu dramatique, et hop, on débouche sur un autre chemin et un autre partie du paysage, et ça s'éclaire, ça s'atténue, ça se dégage. Enfin, c'est très très étrange, c'est vraiment. Et les lumières jouent aussi. Oui, les lumières aussi. Ouais. Non mais c'est puissant, c'est vraiment intéressant. Du coup, je vous ai coupé dans votre déroulé de la journée, donc voilà. Donc le déroulé de la journée, je fais une promenade par jour. Ouais. À la mi-journée comme ça, quitte à déjeuner après, je fais une promenade suivant mon humeur, suivant le vent, suivant l'heure, en sachant que j'essaye d'attraper quelques rayons de soleil s'ils sont là. Je vais chercher du bois pour le brûler dans la cheminée. Je rentre ici et j'allume un feu vers 5 heures, quand vraiment la lumière est tombée, et puis je vis la fin de la journée à écouter de la musique. Ça passe à une vitesse. C'est ce que j'allais vous demander. Incroyable. Ouais, ça passe vite, et même si les journées se ressemblent, ça passe vite. Très vite. Ouais. C'est le rituel. En fait, on est très très ritualisé ici, et au fond, je crois que on aime ça. Enfin, notre métabolisme aime ce rituel. À la fois, ça va vite, et est-ce que vous ressentez quand même une forme de densité de chaque instant? Je sais pas comment exprimer ça, mais une forme de présence à tout. Oui. L'attention est portée, à chaque moment, à chaque étape de la journée. On est assez pleinement présent ici, parce que notre esprit bondit moins que dans un environnement urbain, etc. Il est moins sollicité par des bruits, par sortir, faire attention à une voiture, prendre un transport. Là, il y a en fait, c'est fluide. On est libre, on sort, on évolue, on va où on veut, on se dirige, on dirige nos pas un peu
Même la marche, on peut la faire méditative. Moi, souvent, je fais des marches où je ne me distrais même pas à regarder le paysage. Je glisse comme ça sur les chemins en regardant au-delà de mes pieds devant moi. Et c'est incroyable. Là, on peut vraiment... Et j'oublie la vie sociale. J'oublie la vie sociale quand même, qui est passer au village, glaner les impressions des uns des autres sur la journée, la veille, les événements. S'arrêter discuter, faire un peu de gym avec les copines, dehors. On accueille peut-être un peu plus l'inattendu. Après, comme vous le disiez, on est moins perturbé aussi. On n'a pas un emploi du temps avec 20 000 personnes à voir. Alors peut-être que celles qu'on croise, on y prête un peu plus attention. Peut-être c'est la réduction en fait, c'est un monde qui se réduit quand on vit ici, mais qui se densifie en même temps. Ouais. Il se réduit dans le nombre de sollicitations, de stimuli, etc. Mais il se densifie dans l'intensité la puissance sensorielle aussi. Oui, dans la puissance sensorielle de tout ce qui est proposé. Est-ce que vous avez une saison que vous préférez à Porquerolles ? J'aime la Toussaint, parce qu'on peut encore aller dans l'eau et que la lumière y est magnifique. J'aime le mois de février parce qu'il y a des mimosas et des oranges sauvages amères et qu'on fait de la confiture d'orange en cueillant du mimosa. Ça, c'est quand même magnifique. Et j'aime mai-juin parce que les journées rallongent et que très progressivement on rentre dans l'eau de plus en plus facilement jour après jour. Voilà, en substance. Les mois d'été, vous venez les mois d'été ou pas à Porquerolles ? Non. Et vous continuerez de bouder les mois d'été. Ouais, il y a des chances, mais je peux comprendre. Ouais. Est-ce que vous avez un ou des endroits que vous affectionnez tout particulièrement à Porquerolles ? Oui. Alors, j'aime l'allée des Grands Pins qui est le long de la cité administrative. De la cité administrative. J'aime la plage noire du Longoustier parce que c'est un oméga quasi parfait, qui a une symétrie et un dépaysement lié à ce sable noir incroyable. J'aime la Grande Cale parce que c'est là où ma grand-mère se baignait toute nue et que je la vois encore étalée sur son rocher. Et curieusement, si je cite des endroits de l'intérieur de l'île, en fait, parce que je trouve que voilà, la lumière et la beauté de ce paysage, qui est un paysage quand même assez travaillé par l'humain, avec des plantations, est une des spécificités de Porquerolles, quoi. C'est pas une île. Oui, il y a des parties sauvages, mais c'est pas une île spécifiquement sauvage. Elle a comment dire, l'attrait, la beauté des paysages travaillés par l'homme. Tout à fait. Donc j'aime ces endroits-là. Ah oui, j'adore la terre rouge sous les oliviers qui sont ceux de mes amis Jacques et Odile. Là, il y a une terre rouge comme ça au pied des oliviers et ces feuillages gris-vert argenté, c'est un rapport de couleurs que j'adore. Enfin, la liste est longue. La liste est très longue. Pour vous, la Porquerolles authentique, est-ce que ça signifie quelque chose ? Et si oui, ça vous évoque quoi ? La Porquerolles authentique, c'est probablement cet équilibre que j'évoquais là à l'instant sur la partie apprivoisée, travaillée par l'homme et celle qui a été donnée quoi par la nature originelle. Je trouve que c'est un équilibre incroyablement fragile qui est un peu menacé ces temps derniers dans la balance quoi. La balance, je trouve que ça se découvre, ça n'est pas donné à ceux qui passent en coup de vent. C'est un travail de quelques saisons, de quelques années, peut-être d'une vie pour d'autres. Donc elle est encore présente, mais il faut être patient et vous renvoyez pas quand vous parlez de la Porquerolles authentique à un temps passé.
Vous pensez que l'authenticité se trouve encore aujourd'hui, mais qu'il faut être patient, l'apprivoiser, prendre le temps? Ouvrir les yeux, attacher son regard aux choses qui doivent être vues en prenant le temps. Mais quand je cite cette phrase de mon fils ce matin qui garçon de 22 ans aujourd'hui, branché ordinateur, etc., réseaux sociaux, qui dit mais pourvu que ce que je vois de cette fenêtre puisse être préservé, bah ouais, je me dis que c'est là sous nos yeux, mais ça tient. C'est fragile. Mais c'est fragile, du nom de votre podcast. Voilà. Est-ce que vous auriez, alors en dehors de l'anecdote de ce matin, qui est une très belle anecdote, un autre souvenir petit ou grand de votre vie à Porquerolles ici, ou même quelque chose qui vous a été raconté? J'en ai plusieurs. Un qui est un peu drôle. J'ai souvenir d'une sortie en bateau pour aller danser du côté de Saint-Tropez. Bande de jeunes filles avec leur rouge à lèvres et les talons et tout qui quittent l'île avec un capitaine dont je ne citerai pas le nom. Et on part danser, on revient très tard au milieu de la nuit, dans un état quand même un peu avancé, quoi, d'ébriété. Et il y a un brouillard tentaculaire qui se lève. Et le capitaine de ce bateau avance à 2 à l'heure dans une mer où on ne voit mais rien de rien. Et nous, on commence un peu, j'allais dire, à dessouler, c'est le cas de le dire, et à prendre conscience que si on loupe Porquerolles et on avance comme ça, avec notre email qui coule, toute cette bande de filles à bord du bateau, et à un moment le capitaine dit normalement là on devrait être pas loin de Porquerolles selon mes calculs, et bam, à ce moment-là un grand bruit et on est tanké dans une calanque qui est la calanque au coquillage. Incroyable. C'est-à-dire que le bateau c'est encastré et littéralement heurté, il allait extrêmement doucement, soit des rochers, soit une petite crique, je sais pas, c'est-à-dire qu'au moment où il dit normalement selon mes calculs on devrait être vraiment pas boum. Voilà, au millimètre. Ça c'est une histoire d'adolescence assez drôle. Et l'autre qui est plus poignante, j'ai mon fils aîné de 2 mois ici, 2 mois et demi, que j'avais donc amené pour lui présenter l'île, et il était très costaud et très remuant, et je le changeais sur une table qui était là, et je le lâche comme ça pour prendre quelque chose à côté, et gigoter, le temps de tourner la tête, d'attraper une couche et tout, j'entends splaf, et je me retourne et ce bébé était sur le carrelage, étalé, et j'ai pris... pourquoi je raconte ça? C'est la conscience que là, on est sur une île. Voilà, oui. Quand il arrive quelque chose, là, ça c'est vraiment une histoire d'île, celle du bateau aussi. Mais, c'est-à-dire que je me suis vue ne pas pouvoir faire le nécessaire pour le sauver. J'étais dans un état, non seulement l'émotion. Et là, il y avait... alors parmi les amis de ma grand-mère et toute cette génération de médecins qui venaient, il y avait une grande pédiatre, Madame Opinel, très connue, et je descends éplorée avec ce bébé contre moi qui pleurait, et elle me regarde très posément, elle me dit mets-le au sein, on va voir ce qui se passe, et je le mets au sein, il commence à téter, et elle l'observe, et elle dit je pense que ça va aller, et on a pu, grâce à son expertise, calmer comme ça la situation. Je suis partie après pour le faire examiner, mais il y a eu cette espèce de femme vénérable, d'apaisement et bienvenue, de diagnostic. Mais alors ça fait le lien justement avec ma question suivante sur les particularités de la vie insulaire, puisque là vous avez vécu une frayeur que peut-être vous auriez vécu aussi sur le continent, mais pas de façon aussi disons que peut-être ça serait pas un souvenir aussi marquant aujourd'hui. Bien sûr. Et du coup ma question c'est la vie insulaire, on dit qu'elle fascine autant qu'elle peut effrayer. Qu'est-ce qui fait selon vous sa particularité? Alors peut-être en termes d'espace, de temporalité, de vie au quotidien. La particularité de la vie insulaire, c'est que en fait,
on est ailleurs, on n'est plus sur le continent. Ça veut dire qu'on s'affranchit d'obligations, de rythmes. Sur une île, je crois, on a instinctivement l'impression qu'on est très loin. On est quelque part au milieu de l'eau, alors que en vrai, on est une encablure, hein, c'est proche. L'espace, le temps est décalé. Je sais pas comment je le formulerais. Sur une île, on a cette impression peut-être aussi que rien ne peut nous arriver vraiment de grave. Et en même temps, je décris une situation. Donc une forme de paradoxe, peut-être une forme de liberté, en effet. On est un peu coupé du monde, mais dans le bon et le moins bon sens du terme, peut-être. Je pense que ceux qui viennent ici, je suis assez frappée, je connais pas les histoires d'énormément de gens, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent ici au bout de quelque chose. Ou au bout d'un certain rouleau, pour se remettre, pour se soigner. Je pense qu'il y a une fonction génératrice, nourricière, thérapeutique, génératrice dans la qualité de vie qu'on trouve sur une île. Mm-hmm. Et que ceux qui viennent sur le tard dans leur vie y goûter, moi je suis née dedans, j'ai été conçue ici, je l'ai senti depuis très très longtemps, alors du coup j'y appartiens, elle m'appartient. Mais ceux qui font ce choix, ils viennent vraiment mettre du baume parfois sur des bobos, ou du baume sur des expériences douloureuses. Il y a un côté résilient sur l'île. Je crois que c'est très juste. Enfin, dans les parcours de vie des personnes qui rencontrent l'île sur le tard, en effet, je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. L'hiver, l'île, elle revêt un tout autre visage. On dit souvent qu'il faut avoir passé 1 voire 2 hivers complets sur l'île pour prétendre connaître la vie à Porquerolles. Il y a un habitant de Porquerolles qui disait qu'il faut avoir un trésor en soi pour passer l'hiver ici. Alors, je sais pas si vous êtes déjà en mesure de me dire si vous êtes d'accord avec ça, le fait de se dire que les hivers ici sont longs et rudes. Vous avez pu les appréhender ou en tout cas vous en faire peut-être une idée. Et est-ce que, si oui, alors bon, on voit que vous avez quand même une vie nourrie par les enseignements que vous pouvez faire dans les pratiques méditatives, par l'art et toutes ces formes-là. Donc pour vous, je pense que vous êtes nourri, que les trésors, vous les avez déjà en vous, mais est-ce que vous êtes d'accord avec cette formule-là? Est-ce que vous pensez qu'il faut quand même avoir une certaine force intérieure pour vivre ici? Oui, je pense. Encore plus quand on vit seul, puisque moi je vis seule et c'est un choix à ce stade de ma vie. Oui, bien sûr. Et moi c'est ça que je viens chercher, précisément. Je vais vraiment au bout d'une expérience de la solitude fructueuse. Mm-hmm. Et pas d'un isolement. Je veux dire, si ça me faisait souffrir, je serais vraiment pas là. Une forme d'ascèse ou Oui, aller au minimum, réduire la voilure et voir comment ça se passe. Ouais. Voir comment ça se respire, voir comment ça se vit. Même dans l'approvisionnement, je vois, j'arrive à tenir parfois. Vous vous surprenez? Mais je me surprends. Je dis non, je vais traverser, aller m'acheter. Et en fait, non, mais pourquoi je vais pas traverser? J'ai tout à fait assez de choses dans le placard, ça va aller. Je me surprends comme ça à réduire ce qui pouvait me sembler indispensable à d'autres périodes de ma vie, quoi. Et j'expérimente, je vois ce que ça fait, quoi. Il y a une forme de satisfaction à ça. Ah ouais. Ouais. Et à cette autonomie, à cette indépendance et cette autonomie, il y a une jubilation pour moi. Et est-ce que quand vous retournez de l'autre côté, puisque maintenant votre résidence secondaire est, si j'ai bien compris, plutôt à Paris, est-ce que vous vivez plus fortement l'agression de la vie citadine, urbaine, ou pas vraiment? C'est peut-être difficile à dire cette année parce qu'on est dans une année tellement particulière, c'est-à-dire que tous les charmes de la ville, tels que j'ai pu les goûter, comme les musées, les activités culturelles, elles sont juste explosées. J'ai trouvé épuisant de rentrer à Paris, de passer à Paris en décembre. J'ai l'impression que je passais mes journées dans le métro. J'ai aimé voir les amis, ceux que j'aime et qui sont mes amis depuis 30, 40 ans, bien sûr. Ça fait un choc. J'appartiens plus. J'ai eu l'impression qu'il y a
quelques mois d'affilée ici, je n'appartenais plus à ce monde-là. À ce monde-là. Ouais. C'est fou. Ouais, c'est dingue. Alors à l'inverse, l'été, Porquerolles revêt quand même un autre visage. Le parc enregistre des pics de fréquentation entre 8000 et 10 000 personnes débarquées par les navettes, sans compter les plaisanciers. L'hyperfréquentation dont on a beaucoup entendu parler, et encore plus ces derniers mois, après un été particulièrement éprouvant, voilà, et pose de nombreux problèmes pour l'île, que ce soit en termes de gestion de l'eau, des déchets, d'atteinte à l'environnement, de saturation des services. Est-ce que vous avez été témoin de l'essor de la fréquentation ces 50 dernières années sur l'île, et quel regard vous portez sur ce qui se déroule ici l'été ? Bien sûr que j'ai observé ça ces dernières années de manière progressive. J'ai l'impression que c'est exponentiel, que ça n'a pas de limite. Je me souviens, avant d'avoir quitté l'île l'été dernier, un matin de voir une armada de navettes comme ça arriver, puisque j'ai la baie sous les yeux, en rayonnement, avec l'une attendant que l'autre ait craché les passagers et fait demi-tour pour arriver à cracher les siens et tout. Et c'était comme une espèce de nuée de gros frelons marins là qui venaient à assaillir l'île. C'est quasi criminel, quoi. Après, le tourisme est une bonne chose pour cette île et doit être maintenu. Mais cette expansion, voilà, du tourisme, du nombre de visiteurs et du tourisme, disons, de masse ici, dans une île qui n'est pas adaptée, qui n'est clairement pas adaptée à ça. D'abord parce qu'elle n'a pas les infrastructures, c'est pas son but initial, c'est un parc national, il y a un nombre d'hôtels, de résidences, de sanitaires et tout ça très limité, donc c'est comme si l'île avait été dépassée par ce phénomène et n'a pas anticipé ce qui se passe, et c'est ça qui me chagrine, c'est que je trouve que ça donne une impression de surenchère non contrôlée. Oui, et surtout d'absence de conscience de la part du réseau de ceux qui génèrent ça. Je ne désigne personne précisément, sachant qu'il y a à la fois des appétits, il y a une histoire autour de l'argent, du rendement, mais il y a, disons, une sorte de réseau comme ça d'appétits en roue libre qui n'ont pas réfléchi, comme si la nature devait être une manne infinie, sans fond, qui de toute façon amortirait toujours d'une façon ou d'une autre ces excès-là, et on verra bien. Et ben non, en fait, à un moment donné, elle ne peut plus absorber. Elle n'absorbe pas, elle dépérit. Moi, je vois le fond de l'eau devant le Miramar. J'étais petite, j'ai ramassé des petites crevettes, enfin des animaux, des petites moules. Je jouais avec des organismes vivants au bord de cet hôtel. Il y avait une plage ici, non ? Oui, il y avait une plagette. Et moi, ceci dit, l'eau monte. Clairement, il y a des endroits. Et je pouvais jouer et observer des micro-organismes et des petites espèces qu'on ne voit plus. C'est une espèce de fond vaseux que si on regarde de près, on peut même y apercevoir des radiateurs, des pneus ou des vélos. Donc, qu'est-ce qui se passe là ? C'est peut-être le reflet de aussi comment est traitée de manière plus générale cette planète à l'échelle mondiale, etc. C'est-à-dire, on pompe la manne et on ne lui rend pas ce qu'elle prodigue. Ce qu'elle nous donne en tout cas. Ce qu'elle donne. Donc, et est-ce que l'une des solutions, selon toi, ce serait de limiter cette fréquentation ? Très probablement l'organiser. Alors le mot limiter, ça veut dire limiter en nombre, l'organiser, la baliser. Moi je pense que par exemple le système publicitaire de communication qui est sur le continent et sur des revues, des journaux devrait être
plus spécifique. Attention, vous allez arriver dans un endroit qui dans un parc national, voilà, ce qui est pas une évidence, hein. Autant voilà. Port-Cros, je pense. Je ne le vois écrit nulle part, je vois pas annoncé. Les gens sont pas peuvent être informés. La navette pourrait tout à fait être un lieu simple pour voilà. éveiller à la conscience écologique. Absolument. Et au fait. Les gens pourraient être briefés, comme on dit, et arriver en connaissance de cause ici, avec des informations qui leur permettraient d'évoluer différemment que dans une sorte de consommation furieuse de l'île. D'ailleurs, on emprunte un vélo électrique pour essayer d'aller voir toutes les plages en une journée. J'espère que ça va se faire. J'ai l'impression qu'il y a un mouvement de conscience autour de ça. Il y a eu un été particulièrement spectaculaire cette année, là, 2020. Je pense que j'ai l'impression que ça va se faire. Ouais. J'ai le sentiment aussi, en tout cas, qu'il y a un élan qui se crée, qui d'ailleurs vient essentiellement de la population porquerolnaise, hein, qu'elle soit de commerçants ou de Tant ou non. Mieux. Donc bon, on peut espérer que ça avance dans le bon sens. Est-ce que quel conseil tu donnerais à un touriste d'un jour qui vient passer une journée, alors peut-être qu'il a pas tellement le choix, ce touriste, il vient en plein été, il vient passer une journée à Porquerolles. Qu'est-ce que tu lui conseillerais en termes d'itinéraire, de façon de vagabonder sur l'île pour essayer de saisir un peu de l'essence de Porquerolles? C'est sûr que la question, elle s'aborde différemment en suivant qui on est. Est-ce qu'on est en famille, avec des petits, tout seul, etc. Avec des petits, on peut pas faire grand-chose d'autre qu'aller se mettre sur une plage. Moi, je dirais limiter le trajet vélo, que le vélo serve uniquement, éventuellement, à se rapprocher du bout de l'île si on n'a pas beaucoup de temps, le lâcher au plus vite et cheminer, quoi. Cheminer... en s'arrêtant autant que possible, en empruntant les chemins qui se présentent à vous sans trop de préparation, quoi, et d'être de se perdre un peu, mais surtout de marcher, quoi, de cheminer et d'aller sur la côte des falaises autant que celle des plages pour voir cette incroyable diversité qu'il y a ici. Voilà. Comment vous voyez l'île évoluer et quel regard vous portez sur ces changements? Eh bien, moi je suis assez... j'ai envie de rester optimiste parce que, alors oui, il y a des signaux alarmants qui viennent surtout pour moi de la surfréquentation sur la mer, en fait. J'ai l'impression que le territoire ici peut arriver encore à s'en sortir, à trouver un certain équilibre. Mais ce qui se passe sur l'eau est alarmant et sur les côtes. Moi, par exemple, ne plus arriver maintenant en été quand je suis là à trouver une seule calanque pour laquelle, par exemple, j'ai marché 35 ou 40 minutes, toute petite, en me disant et que j'arrive et qu'il y a tanké, beaché carrément. Des annexes. Des annexes ou des petits bateaux à moteur avec la musique à fond et parfois 2-3 bateaux accrochés de front, mais je parle à 1,50 m du bord, quoi. Là, ça devrait juste pas être possible. Il doit y avoir une taxe, il doit y avoir... je veux dire, le camping qui n'existe pas ici ne peut pas être maintenu sur l'eau, c'est pas possible. Ouais. Il y a une incohérence. Il y a une incohérence quand même ça doit être légiféré. Ouais, tout à fait. Donc j'ai l'impression que quand même qu'il y a maintenant des labellisations, des contrôles qui se développent qu'il n'y avait pas il y a 15 ans. Donc ça devrait aller vers un mieux si tout le monde s'y met. Chacun avec sa spécificité, quoi. Un tout petit peu moins de chiffre d'affaires, un tout petit peu plus de conscience écologique. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous regrettez dans la Porquerolles de votre enfance, de votre jeunesse, qui n'existe plus ou qui est moins présent?
Je ne crois pas, mais je n'ai pas la fibre nostalgique du tout. Donc je vois bien qu'il y a des choses que j'appréciais, comme l'intimité des cafés, qui étaient ceux d'il y a 20 ans. Peut-être l'aspect très collectif et les c'est groupes. Ce que j'allais vous dire. Ouais. Les groupes dans lesquels j'ai vécu. Communauté, la communauté des amis. Ouais. La communauté des amis, je trouve que ça, mais ça peut se refaire aussi. Ça peut se travailler. Quel regard vous portez sur la fondation Carmignac, qui est ouverte maintenant depuis 2 ans? Comment vous avez vécu? Alors, vous étiez peut-être pas sur l'île au moment de son installation. Mais est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Est-ce que vous avez visité les expositions? Est-ce que le lieu, vous trouvez que c'est un bel endroit? Vous avez peut-être connu l'habitation d'Henri Vidal, donc qui a préexisté la fondation. Qu'est-ce que vous pensez de cet endroit? Je trouve que les aménagements sont très beaux, sont de qualité. Le fait qu'ils aient pas eu l'autorisation de s'étendre et que du coup c'est devenu comme ça en souterrain. La façon dont ils ont creusé littéralement pour créer les salles d'exposition est très réussie. Je trouve que le jardin, les œuvres dans le jardin, c'est beau. Je m'y suis promenée, je trouve que c'est une collection assez éclectique de quelqu'un qui prend soin d'avoir un peu de tout. C'est pas typiquement la collection d'un type qui aurait été vraiment passionné ou d'un amateur vraiment d'une période. Il a un peu de, j'allais presque dire, ce qu'il faut avoir aujourd'hui pour être un collectionneur intelligent. Vous avez visité toutes les expositions jusqu'alors? Non, pas toutes. Il y en a, j'étais pas là. J'ai l'impression qu'il y a aussi de la musique. Oui, il y a eu des événements. Des événements, notamment. Ça mériterait, ça pourrait être vraiment une vraie, un vrai plus, quoi, que ça s'ouvre aussi aux arts, à la musique. Vivants, aux arts vivants. Ça pourrait. Il y a eu des danseurs, il y a eu la musique sur la place de l'île, notamment. C'est plutôt l'été, donc si vous n'êtes pas une adepte de l'été à Porquerolles, les nuits de pleine lune aussi, ils ont fait des visites sonores, un petit peu poétiques et. Non, moi je trouve que c'est bien que ça soit là et que ça a été bien fait. Pour peut-être ouvrir un petit peu la question, est-ce que vous pensez que l'art a une bonne place sur l'île? Est-ce que l'art est suffisamment représenté sous toutes ses formes, On a parlé cinéma, on parle d'art contemporain, mais voilà, la photographie. Je pense que non, l'art est vraiment présent à la fois pas simplement dans les grandes structures comme la fondation, mais aussi comme des artistes qui vivent et qui exposent régulièrement et qui montrent. Il y a des talents ici nombreux d'aquarellistes, de paysagistes, de gens qui sont venus aussi pour pouvoir exprimer ça et que ça marche bien. Les kinos, ça a vraiment le mérite d'associer les villageois, et ça c'est une super aventure, je trouve, qui est à la fois vivante et un peu folle. Ouais. Donc je vois ça, le jazz à Porquerolles, oui aussi, ils se sont bien implantés au fil. Bon, non, moi je trouve qu'il y a une bonne représentation, un bon dynamisme au vu de la proportion de l'île. Est-ce que vous avez des conseils de lecture ou de témoignages artistiques sur Porquerolles à conseiller? Est-ce qu'il y a des choses, des lectures, des peintures, des choses qui vous ont touché? Des réalisations artistiques? Les livres, je les ai presque tous un peu parcourus. J'aimais bien le plus ancien, La route du phare, c'est ça? Oui. Rue du phare de Canessa, c'est ça, d'Alphonse Canessa. Rue du phare. J'aime le recueil de photos que Bernard a fait récemment. C'est c'est un vrai regard sur l'humanité de l'île, l'humain, je trouve. Et j'ai beaucoup apprécié cet automne les écrits de Yves Lebert, concernant vraiment l'historique. J'ai beaucoup appris, je me suis régalée à la lecture. L'histoire et la géographie de l'île, je crois qu'il est assez pointu sur ces sujets. C'est très documenté, ça instruit beaucoup, c'est très
Enfin, moi, ça m'a passionnée. Ouais, et puis bon, peut-être pour les auditeurs, on peut préciser qu'il a eu la générosité de le laisser en libre accès sur le site de Porquerolles Info, voilà. Et c'est vraiment une mine d'informations. Je suis d'accord. Moi, je me suis même fendue de 1 ou 2 balades pour aller vraiment localiser une ruine que je n'avais jamais vue, qui est en plein... Et que vous connaissiez pas. Et que je connaissais pas, et que j'ai été regarder. Et je me suis... Enfin, ça, j'adore ce côté-là, quoi. De découverte. Ouais, de découverte. Il y a une histoire sur cette île. Ouais, complètement. Ouais. Un petit côté pirate, Porquerolles. C'est toujours agréable de découvrir des coins un peu inconnus. Il me reste 2 questions, Jeanne. Quelle est votre définition du porquerolais? Le porquerolais, il a un côté enfant. C'est-à-dire que, certes, ce sont des adultes, il y a même des anciens ici. Je trouve qu'il y a une part d'enfance joyeuse dans le porquerolais, à savoir que, plus que d'autres enfants du pays, il a vécu pleinement au contact et en liberté au contact de la nature. Et je trouve qu'il survit dans le porquerolais une espèce de comme ça, peut-être pas d'insouciance, mais d'enthousiasme juvénile pour les plaisirs qui peuvent être offerts par l'île, quoi. Il y a une sorte d'enfance chez les porquerolais, c'est quelque chose d'intact. En évoquant Porquerolles, on parle d'écrins, de joyaux de la Méditerranée, de la perle des îles d'or. Un peu à la façon d'un portrait chinois, quel serait selon vous, quand vous êtes loin, par exemple, de Porquerolles, quand vous étiez loin de Porquerolles, quels étaient l'objet ou l'image là où les plus évocatrices de Porquerolles, que ce soit des symboles ou une image, un paysage? Qu'est-ce qui, pour vous évoque le plus fortement Porquerolles? Se remplir les yeux de lumière, déguster le silence, cette combinaison-là des deux. La force bleue qu'il y a ici, la force de la lumière et des autres couleurs d'ailleurs, est associée. Moi, je dis toujours, je vais m'enivrer de silence, quoi, quand j'arrive ici, et me faire un reset, comme on dit, un reset, avec ces 2 substances-là. Lumière et silence. Tout à l'heure, vous parliez de vibration. Est-ce qu'il y a quelque chose un peu entre les deux, Bah oui. Je saurais pas comment décrire plus précisément cette idée de la vibration ici. Il faut l'expérimenter, il faut vraiment vibrer soi-même au contact. Tout à fait. Bon, on va rester sur cette belle vibration. Merci beaucoup, Jeanne. Merci, Ingrid. Une très bonne fin d'année. Ouais, au plaisir de se croiser sur les chemins. Oui. Merci à Jeanne d'avoir retracé façon flashback les épisodes de son incroyable histoire familiale avec en creux l'évolution de son rapport à l'île, et d'avoir fait appel pour cela à son sens inné de la narration. Vous, je sais pas, mais moi je ressors de cet épisode des images et des sensations plein la tête, comme après un bon film. Pour retrouver toutes les notes de l'épisode, rendez-vous sur fragileporquerolles.com. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours vous abonner au podcast Fragile sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou toute autre plateforme d'écoute. Cela vous permettra d'être notifié des nouveaux épisodes tous les 15 jours. Et si cet épisode vous a plu, surtout n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et pour les détenteurs d'iPhone, si vous voulez apporter un vrai coup de pouce au podcast, laissez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire. C'est la meilleure manière de le soutenir et ça me fait toujours très plaisir de vous lire. On se retrouve très vite. À bientôt!